Septembre, le mois des agendas neufs, des réunions de rentrée professionnelle, des bonnes résolutions. À la rentrée, beaucoup d'entre nous reprennent à fond après la pause estivale et s'épuisent dès les premières semaines, d'autant plus si on a de jeunes enfants à la maison. Qu'est-ce qui nous pousse à nous surinvestir de la sorte? Est-ce juste une question de motivation ou d'organisation? Et si derrière tout ça, il y avait en réalité des besoins ignorés? On se penche sur la question à travers le prisme de l'énéagramme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons déjà qu'est-ce que l'énéagramme. Si vous me suivez régulièrement, vous savez maintenant que l'énéagramme est une grille de lecture qui décrit 9 types de personnalités, chacun avec ses forces, ses peurs, ses axes d'amélioration et plein d'autres choses encore. Si vous découvrez cette chaîne et ne connaissez pas l'énéagramme, je vous renvoie vers ces 3 vidéos qui posent les bases et expliquent en détail les caractéristiques des différents profils. Vous trouverez les liens dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous conseille de commencer par celle sur les 9 blessures de l'énéagramme. Enfin, comme dans les vidéos précédentes, pour ne pas mettre les gens dans les cases, on donne un nom à chacun des types pendant la période d'initiation, mais rapidement, on parle en numéro du type. Ces rappels étant posés, revenons à notre sujet du jour. Qu'est-ce qui nous pousse à nous surinvestir autant dans le travail? La rentrée devrait être un moment de notre vie où on reprend le travail en douceur, un peu comme le printemps où la nature se réveille, lentement, à son rythme. Or, dans la société actuelle, même en ayant pris de bonnes résolutions, on remet le pied sur l'accélérateur sans s'interroger. Pourquoi s'épuise-t-on à la rentrée? Il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord parce qu'on reprend le rythme des autres sans se demander s'il nous convient. Parce qu'on se suradapte pour bien faire, ne pas décevoir, montrer qu'on est prêt, qu'on est à la hauteur, le meilleur, professionnel, investi, motivé, qu'on est au top, et tant d'autres bonnes raisons que nous souffle notre ego. Alors on oublie ses besoins profonds au profit des attentes externes, et on rejoue inconsciemment les mécanismes de son énéatype. Schéma de pensée, réflexe émotionnel et comportement conditionné en mode pilote automatique sans s'en rendre compte jusqu'à l'épuisement. Que nous apprend l'énéagramme sur les besoins profonds de chacun des types? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Commençons par le premier profil. Le type 1, aussi appelé le perfectionniste. Son besoin profond, agir avec intégrité, être en accord avec ses valeurs, faire ce qui est juste, respecter une ligne morale claire. Ce besoin donne du sens à l'action. C'est ce qui pousse le type 1 à vouloir améliorer les choses, pas par ego, mais par exigence intérieure. La pression inconsciente, l'irréprochabilité, être poussé à faire les choses parfaitement, ce qui se traduit par bien faire les choses dans son langage pour éviter le blâme, la critique ou le sentiment de faute. Ce n'est pas volontaire, c'est un automatisme. Dès que la machine redémarre, après une pause par exemple, le système se remet en marche pour bien faire. Par rapport aux autres types, le perfectionniste place la barre très haut au niveau des exigences. Chez lui, bien équivaut à très très bien pour les autres. Le risque à la reprise, se mettre une pression énorme pour repartir sur de bonnes bases. Vouloir rattraper tout ce qui n'a pas été fait en son absence, traiter tous les mails, répondre à toutes les demandes, sans oublier de corriger les erreurs, les détails, et améliorer et simplifier ce qui peut être perfectible. Même si ce n'est pas demandé, il le fait, parce que c'est évident pour lui que ça doit être fait. La clé pour ne pas s'épuiser? Pour réguler sa compulsion et réduire le niveau de stress, l'une des clés est de se donner le droit de faire assez bien au lieu de bien selon ses standards, et aussi prioriser ce qu'il est impératif de faire et laisser de côté ce qui n'est pas urgent et pas important. Pour ce faire, se poser cette question simple. Est-ce que j'ai respecté mes priorités du jour sans m'oublier? Et surtout, se rappeler que l'humanité ne va pas s'effondrer si tout n'est pas fait dès la première semaine. Le type 2, l'altruiste. Son besoin profond, se sentir aimé, apprécié et utile. Le type 2 a profondément besoin de créer du lien, de contribuer au bien-être des autres,
de se sentir important dans la vie des gens. C'est à travers la relation qu'il trouve sa place, sa valeur et son énergie. La pression inconsciente, être indispensable. Sans même s'en rendre compte, le type 2 entre en action pour devancer les besoins des autres, offrir son aide, être présent, disponible, chaleureux. Il croit, souvent inconsciemment, que l'amour doit se mériter en donnant, en soutenant, en rendant service. Derrière cette dynamique généreuse se cache la peur de ne pas être aimé pour ce qu'il est et le besoin de prouver sa valeur en faisant pour les autres. Le risque à la reprise, se surinvestir dans la relation, vouloir être là pour tout le monde, répondre aux demandes avant même qu'elles soient exprimées, dire oui à tout, se rendre disponible, même au détriment de son énergie. Ce réflexe peut générer une charge mentale énorme, une négligence de ses propres besoins, et parfois un sentiment d'injustice ou de frustration si l'aide n'est pas reconnue. Et comme le type 2 a du mal à demander pour lui, il s'épuise en silence. La clé pour ne pas s'épuiser, ralentir avant d'aider afin de ne pas être perçu comme envahissant. Prendre un moment pour se poser cette question simple mais essentielle. Est-ce que j'ai l'énergie de faire ça maintenant ou est-ce que je m'oublie? Et se rappeler qu'on peut être aimé sans se rendre indispensable. Dire non ne coupe pas le lien. C'est parfois le meilleur moyen de préserver la qualité de la relation et son équilibre personnel. Type 3, le battant. Son besoin profond, se sentir reconnu pour ce qu'il accomplit. Le type 3 a besoin de se sentir efficace, utile, performant. Il cherche à réussir ce qu'il entreprend et à donner une image valorisante de lui-même. C'est à travers l'action et les résultats qu'il construit son estime personnelle. Lorsqu'il avance, il se sent vivant, aligné, en confiance. La pression inconsciente, être performant à tout prix. Sans s'en rendre compte, le type 3 entre dans l'action pour prouver sa valeur. Il se fixe des objectifs ambitieux, veut aller vite, bien, et montrer qu'il assure. Il a intégré très tôt l'idée qu'il faut réussir pour exister et que l'échec ou le ralentissement équivaut à une forme de perte d'identité. Il peut ainsi s'identifier à ses rôles, ses réussites, ses fonctions, jusqu'à en oublier ce qu'il ressent vraiment. Les risques à la reprise, redémarrer sur les chapeaux de roue, se fixer un programme chargé, vouloir montrer qu'il est au top dès les premiers jours, répondre à tout, en faire plus que prévu, viser la réussite rapide, en ignorant les signaux de fatigue. Le type 3 peut aussi masquer son stress ou son épuisement par un masque d'efficacité, jusqu'à ce que le corps dise stop. La clé pour ne pas s'épuiser, se reconnecter à ce qu'il ressent, pas seulement à ce qu'il fait. Avant de foncer, se poser cette question. Est-ce que ce que je fais me nourrit ou est-ce que je me suradapte à l'image que je veux donner? Et surtout, apprendre à ralentir sans culpabiliser. Le type 3 a autant de valeur dans l'être que dans le faire. Son efficacité reste intacte, même s'il prend le temps de respirer. Avant de passer au type 4, si vous appréciez ce contenu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à continuer de vous proposer ce type de connaissances. À présent, continuons avec le romantique. Le type 4. Son besoin profond, être authentique, se sentir unique et relié à quelque chose de profond et de vrai. Le type 4 a besoin de vivre en accord avec son monde intérieur. Il cherche à exprimer ses émotions, à donner du sens à ce qu'il fait, à se sentir différent mais reconnu dans cette différence. Ce besoin d'authenticité le pousse à éviter la banalité et à rechercher l'intensité émotionnelle ou esthétique de ce qu'il vit. La pression inconsciente, se sentir incomplet. Sans s'en rendre compte, le type 4 focalise sur ce qui lui manque, sur ce qu'il pourrait être, avoir, ressentir de plus vrai, de plus profond, de plus aligné. Il se compare facilement aux autres, souvent à son désavantage. Il peut croire que les autres ont ce qu'il n'a pas et que sa différence l'empêche d'être pleinement heureux ou intégré. Ce sentiment de manque ou de mélancolie colore sa vision du monde, même quand les choses vont objectivement bien. Le risque à la reprise, osciller entre deux extrêmes. D'un côté, se sentir décalé,
mélancolique, comme si l'élan n'était pas là, avec une baisse d'énergie, une nostalgie de ce qui vient de se terminer, ou une résistance à rentrer dans un rythme perçu comme fade ou mécanique. Et de l'autre, repartir avec une énergie exaltée, pleine de bonnes résolutions, de projets créatifs ou de nouvelles envies profondes, mais parfois déconnecté du réel, difficile à maintenir dans la durée. Dans les deux cas, le 4 risque de s'épuiser, soit par inertie émotionnelle, soit par idéalisation et dispersion. La clé pour ne pas s'épuiser, revenir au présent concret sans attendre que l'inspiration ou l'intensité émotionnelle soient au rendez-vous. Se poser cette question, quelle petite chose simple et concrète puis-je faire aujourd'hui pour avancer sans renier mon besoin de profondeur? L'idée n'est pas de renoncer à la profondeur ou à la beauté, mais de les rechercher dans le réel, pas dans l'imaginaire ou l'idéal. Accepter que les grandes transformations commencent souvent par des actions modestes et que la constance peut aussi être un acte créatif. Le type 5, l'observateur. Son besoin profond, préserver son espace intérieur et sa liberté mentale. Le type 5 a besoin de calme, de solitude et d'autonomie pour se ressourcer. Ce qui le nourrit, c'est de pouvoir réfléchir en profondeur, comprendre le monde qui l'entoure, organiser ses pensées, loin du bruit et de l'agitation. Il cherche à maîtriser les choses par le savoir et a besoin de sentir qu'il garde le contrôle de son énergie. La pression inconsciente, accumuler des ressources pour se sentir prêt. Face à l'incertitude ou à la pression extérieure, le type 5 se replie dans sa tête. Il commence à tout analyser, tout anticiper, tout modéliser. Il veut comprendre avant d'agir, maîtriser avant de s'engager. Ce réflexe de retrait n'est pas de la paresse, c'est une tentative de sécuriser l'action à venir. Mais plus il cherche à être prêt, plus il retarde le moment d'agir et plus il consomme d'énergie mentale. Le risque à la rentrée, se surinvestir mentalement dès la reprise, planifier chaque tâche, penser à tous les scénarios possibles, revoir les processus, anticiper les points faibles, lire, organiser, stocker des infos sans poser d'action concrète. Ce surinvestissement intellectuel peut être épuisant car le 5 mobilise énormément d'énergie en amont avec très peu de récupération. Il peut se sentir vidé avant même d'avoir commencé. Et s'il finit par passer à l'action, il le fait souvent sous tension, sans plaisir, avec la sensation d'être en retard ou de subir. La clé pour ne pas s'épuiser, canaliser le surinvestissement mental en passant à une action concrète, même minime. Le type 5 peut passer des heures à penser, planifier, anticiper, jusqu'à saturer son énergie sans avoir rien engagé dans le réel. Se poser cette question, quelle action simple puis-je poser aujourd'hui pour alléger ma charge mentale? L'objectif n'est pas de tout faire ni de tout comprendre, mais de faire juste assez pour libérer de l'espace. Une action posée, même minime, permet de sortir du trop-plein intellectuel et de reprendre en douceur sans s'épuiser à force de cogiter. Le type 6, le loyal. Son besoin profond, se sentir en sécurité dans un cadre fiable. Le type 6 a besoin de repères clairs, de stabilité, de cohérence autour de lui. Ce qui le nourrit, c'est de savoir qu'il peut faire confiance aux personnes, aux règles, à l'organisation. Il cherche à anticiper les risques pour pouvoir les prévenir et il se sent rassuré quand les choses sont structurées et prévisibles. La pression inconsciente, prévenir les problèmes pour éviter la faute ou la désillusion. Le type 6 est naturellement vigilant. Dès qu'il perçoit une incertitude ou un flou dans son environnement, il se met en état d'alerte. Il se prépare à tout, vérifie, questionne, sécurise, prévoit les plans B, C et parfois D. Ce n'est pas qu'il manque de courage, au contraire, il se prépare à agir dans un monde perçu comme potentiellement menaçant. Mais cette hypervigilance devient vite source de tension intérieure. Le risque à la reprise, se surinvestir pour combler l'insécurité liée à l'inconnu ou au changement. À la rentrée, il peut vouloir tout anticiper, lire tous les mails, vérifier chaque détail, comprendre les attentes implicites, montrer qu'il est fiable et qu'on peut compter sur lui. Il cherche à se sécuriser en contrôlant son environnement au prix d'une dépense d'énergie mentale et émotionnelle
énorme. Ce surinvestissement peut le conduire à l'épuisement ou à une perte de confiance si malgré tous ses efforts, quelque chose lui échappe. La clé pour ne pas s'épuiser, renforcer ses repères intérieurs au lieu de chercher la sécurité uniquement à l'extérieur. Se poser cette question: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer en confiance, sans me perdre dans l'hyper-contrôle? Il ne s'agit pas d'éliminer l'incertitude, mais de l'apprivoiser. S'appuyer sur ses compétences passées, accepter que tout ne soit pas sous contrôle et oser agir sans tout valider 3 fois. Le courage du 6 se construit dans l'action malgré le doute, pas dans son absence. Avant de passer au type suivant, si l'énéagramme vous intéresse, je vous invite à explorer davantage le sujet sur mon blog Blog de cadre. Vous y trouverez des conseils concrets pour mieux communiquer au travail, vous adapter plus sereinement aux situations et mieux comprendre votre environnement professionnel, que ce soit vos collègues, vos collaborateurs ou votre manager. Le lien est juste sous cette vidéo. Maintenant, l'épicurien, la base 7. Son besoin profond, se sentir libre, stimulé et pouvoir suivre ses élans. Le type 7 a besoin de variété, de mouvement, d'enthousiasme. Il se nourrit de nouvelles idées, de projets motivants, d'ambiance positive. Ce qui le ressource profondément, c'est de pouvoir choisir, créer, explorer sans se sentir enfermé dans la routine ou bloqué dans une seule voie. La pression inconsciente, éviter l'ennui et la frustration en se remplissant d'activités. Dès que le vide ou la contrainte pointe le bout de son nez, le type 7 cherche à s'en extraire par l'action, la nouveauté ou la planification de ce qu'il attend après. Il fuit l'immobilisme en générant de la stimulation. Nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles envies. Ce réflexe est une stratégie pour ne pas rester en contact avec des émotions désagréables ou des limites imposées de l'extérieur. Le risque à la rentrée? Se surinvestir en disant oui à tout ce qui semble stimulant. Nouvelles missions, projets transverses, idées à lancer. Le type 7 peut reprendre sur les chapeaux de roue, porté par un élan enthousiaste, mais sans mesurer l'énergie que cela demande sur la durée. Il peut aussi multiplier les engagements pour ne pas ressentir l'inconfort du retour à un cadre fixe ou pour fuir un sentiment de vide après la coupure. Dans ce cas, il s'éparpille, sature son agenda et finit par se sentir débordé, frustré, voire piégé dans ses propres choix. La clé pour ne pas s'épuiser? Canaliser son énergie sans l'étouffer. Se poser cette question: parmi tout ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce que je choisis vraiment de faire maintenant, sans me disperser? Il ne s'agit pas de freiner sa créativité, mais de la structurer. Le type 7 gagne en confort et en liberté quand il accepte de s'engager pleinement dans un seul projet à la fois, en laissant les autres idées attendre leur tour. La satisfaction vient aussi de ce qui est mené à terme, pas seulement de ce qui est commencé. Le type 8, le leader. Son besoin profond? Se sentir autonome, fort et maître de son environnement. Le type 8 a besoin de pouvoir agir librement, prendre des initiatives, défendre ses convictions. Il se sent en sécurité lorsqu'il garde le contrôle de la situation, qu'il peut s'exprimer sans filtre et protéger ce qui compte pour lui. Ce qui le nourrit, c'est de se sentir puissant sans être vulnérable, utile sans être dominé. La pression inconsciente? Ne jamais paraître faible, ni se laisser dépasser. Dès qu'un doute ou une menace se profile, le type 8 entre en action. Il prend les choses en main, impose un rythme et veille à ce que rien ne lui échappe. Ce réflexe de puissance est une réponse à une peur bien plus profonde, celle d'être trahi, diminué ou contrôlé par les autres. Pour éviter cela, il en fait plus que nécessaire, souvent avec intensité. Le risque à la reprise? Repartir en force, sans nuance. Prendre le leadership sans qu'on le lui demande. Reprendre tous les dossiers laissés en suspens. Relancer les équipes. Défendre des positions. Anticiper les conflits. Le type 8 peut se surinvestir pour montrer qu'il est là, qu'il gère, qu'on peut compter sur lui. Il ne délègue pas facilement, veut garder la main et n'écoute pas toujours les signaux de fatigue. Son énergie est puissante, mais pas inépuisable. La clé pour ne pas s'épuiser? Doser sa force au lieu de l'imposer. Se poser cette question: est-ce que je fais ça
parce que c'est juste et nécessaire ou parce que je veux garder le dessus? Le type 8 gagne en puissance réelle quand il accepte de ne pas tout porter seul. Il ne perd rien à déléguer, à faire confiance, à ralentir. Il ne s'agit pas de devenir vulnérable, mais de reconnaître que la force la plus stable est celle qui sait s'adapter au contexte, pas celle qui s'épuise à tout dominer. Le type 9, le médiateur. Son besoin profond? Vivre dans un climat de paix, d'harmonie et de stabilité. Le type 9 a besoin de se sentir en lien avec les autres, sans conflit, dans une atmosphère sereine, fluide, sans tension. Il se ressource dans la tranquillité, le rythme doux et les activités qui ne le mettent pas sous pression. Ce qui l'apaise, c'est d'avoir sa place sans avoir à s'imposer et de contribuer sans friction. La pression inconsciente? Éviter les conflits à tout prix en se rendant disponible. Quand la pression monte, le type 9 cherche la paix avant tout. Pour éviter les tensions, il se rend conciliant, arrangeant et fait passer les besoins des autres avant les siens. Il s'adapte, il s'efface, il évite de dire non, tout cela pour maintenir l'harmonie extérieure. Mais ce réflexe automatique l'éloigne de ses propres priorités et l'amène à accumuler les tâches ou les responsabilités sans les choisir vraiment. Le risque à la reprise, se surinvestir dans ce qu'on attend de lui, sans s'en rendre compte. Le type 9 peut dire oui à tout ce qu'on lui demande, enchaîner les réunions, répondre aux sollicitations, s'occuper des autres, tout en mettant de côté ce qui est important pour lui. Il peut aussi avoir du mal à se remettre en route, puis se rattraper en mode pilote automatique, en remplissant ses journées de tâches secondaires. À la fin, il est épuisé, frustré, et a le sentiment de s'être oublié. La clé pour ne pas s'épuiser? Clarifier ce qui compte vraiment pour lui et oser le prioriser. Se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui et que je remets à plus tard pour ne déranger personne? Le type 9 gagne en énergie quand il choisit consciemment ses priorités au lieu de les subir. Il ne s'agit pas de créer des conflits, mais d'exister pleinement, en apprenant à dire non sans se sentir coupable et à avancer selon son propre rythme intérieur. En conclusion, on l'a vu, chaque type a sa manière bien à lui de se surinvestir à la reprise. Ce n'est pas une question de charge de travail, mais souvent une réaction automatique, inconsciente, à ce qui le motive ou l'inquiète en profondeur. Comprendre son propre mécanisme, c'est déjà prendre du recul. Et c'est ce qui permet, petit à petit, de sortir du pilotage automatique, d'agir en conscience et de préserver son énergie sans renoncer à ce qui nous tient à cœur. C'est en cela que l'énéagramme peut devenir un allié incroyable, en identifiant ce qui nous nourrit en profondeur et ce qui nous épuise. Il nous aide à reprendre avec discernement et non dans l'automatisme. La rentrée est une période propice aux excès ou à la justesse. Vous pouvez choisir de ne pas tout reprendre. Vous pouvez aussi choisir de le faire autrement, en tenant compte de votre rythme, de vos élans et de vos fragilités. Et si cette rentrée était l'occasion d'apprendre à dire oui, mais pas à n'importe quoi. Maintenant c'est à vous. Vous avez reconnu certains de vos fonctionnements ou ceux de vos collègues. Et surtout, vous, comment vivez-vous la reprise? Dites-le moi en commentaire. Envie de continuer à explorer l'énéagramme et d'autres clés pour mieux vivre votre vie pro? Abonnez-vous à ma chaîne d'adaptation. Ça m'aide à la faire connaître et ça vous permet de ne rien rater. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!